Alors, pour ce qui est sécurité, la 45001, c'est presque similaire par rapport à ce que nous venons de voir, surtout par rapport à la partie environnement. Il y a une grande similitude entre les deux normes. Alors, dans le 4.3, on trouve le périmètre d'application. Le 5.2, la politique doit exister ou être présente sous la forme d'une information documentée. Le 5.3, la direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents du financial management de la SSC sont attribués et communiqués à tous les niveaux au sein de l'organisme et tenus à jour sous forme d'une information documentée. Ça, c'est un peu particulier par rapport à la santé et sécurité au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité en matière de management de la santé et sécurité au travail, c'est que le safety manager, c'est que les superviseurs HSE, les animateurs HSE, que ce sont des rôles et des fonctions qui doivent être définis dans l'organisme et que l'ensemble des collaborateurs doivent les connaître au niveau de l'organisme. Et il faut qu'il y ait une information documentée par rapport à ça. Donc, en commençant par l'organisation, définir les rôles et les responsabilités, les fiches de poste, bien sûr, et il faut communiquer à l'ensemble des collaborateurs ces informations. Le 6.1.1, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les risques et opportunités. Effectivement, on travaille toujours par le risque sur le système. Le processus et les actions nécessaires pour déterminer et traiter ces risques et opportunités à un niveau suffisant pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu, effectivement. Et ça, c'est parmi les nouveautés. C'est les nouveautés des nouvelles révisions des normes. Donc, on parlait de l'approche processus et maintenant on parle de l'approche risque. C'est-à-dire qu'il faut identifier l'ensemble des risques qui peuvent ne pas permettre d'atteindre les objectifs. Et il faut aussi chercher les opportunités qui peuvent faciliter l'atteinte des objectifs et améliorer la performance. Donc, il faut qu'il soit documenté comme exigé par la norme. Le 6.1.2.2, alors ici, il y a une spécificité par rapport aux risques liés à la santé et sécurité au travail. C'est comme les aspects environnementaux et les impacts environnementaux. Donc, dans le 6.1.2.2, il y a la méthode ainsi que les critères d'évaluation des risques pour la santé et sécurité au travail doivent être définis par l'organisme en fonction de leur domaine d'application, de leur nature et du moment afin de s'assurer qu'ils sont proactifs plutôt que réactifs. Effectivement, tout ce qu'on fait en matière de sécurité, c'est pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. C'est la raison pour laquelle c'est un travail qui est de prévention, préventif. Alors, plutôt que réactif appliqué de façon systématique, et bien sûr, des informations documentées sur la méthode ainsi que sur les critères doivent être tenus à jour et conservés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici comme information documentée? Tout simplement une procédure. On appelle ça procédure d'analyse des risques ou bien procédure d'évaluation des risques. Ces deux mots, ça pose parfois des confusions chez les utilisateurs et je vais donner un petit peu un bref aperçu. Lorsqu'on fait une analyse des risques, c'est toute la partie depuis la cartographie des zones de travail jusqu'à l'élaboration du plan d'action du système de management de santé et sécurité au travail. La partie évaluation de risque, c'est la partie relative aux critères pour dire est-ce que c'est un risque qui est tolérable, acceptable, modéré ou un risque non acceptable. Et là, ce sont des critères d'évaluation tels que l'exposition, tels que la probabilité de survenance des accidents et tels que le dommage et la gravité du dommage. Alors, ces trois éléments, trois paramètres sont généralement les critères utilisés. Et ici, il y a d'autres critères qui sont relatifs à la maîtrise. Alors, tout ça, il faut qu'il soit intégré dans une procédure et il faut mettre en place des formulaires. Les formulaires pour faire quoi? Les formulaires pour commencer à faire le découpage, les formulaires pour identifier les personnes qui ont participé à cette analyse et un formulaire pour lister l'ensemble des dangers, des risques, leur évaluation, l'évaluation en matière est-ce que c'est critique ou c'est pas critique, et bien sûr,
une information documentée sur le plan de management de santé et sécurité au travail. C'est-à-dire quelles sont les actions que nous devons mettre en place pour améliorer la maîtrise des risques. Donc, ce sont des informations documentées. Il y a beaucoup de documents que je vais partager avec vous. Le 6.1.3, l'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur ses exigences légales et autres exigences et s'assurant qu'elles sont mises à jour et tiennent compte des éventuels changements. Bien, effectivement, c'est toute la partie relative au registre des obligations de conformité. Et ces obligations de conformité, ils viennent de tout ce qui est relatif à la législation et la réglementation du pays concerné par rapport à ce que vous faites comme activité, par rapport à vos moyens, vos engins, vos produits, vos services. Tout ça, il faut qu'il soit conforme à la réglementation. Et pour le faire, il faut avoir un registre des lois et réglementations applicables. Et il y a autres exigences, les exigences normatives et les exigences des parties intéressées. Et bien sûr, s'assurer qu'elles sont toujours à jour, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Généralement, il y a des changements presque fréquents en matière de la réglementation. Et on sait très bien, par exemple, qu'au monde entier, ces derniers temps, avec la COVID-19, donc il y a beaucoup de réglementations qui apparaissent et il y a beaucoup de changements qui apparaissent aussi. Donc, il faut être toujours à jour avec les changements pour les intégrer et les prendre en considération. Le 6.2.2, il y a toute la partie, l'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur les objectifs santé et sécurité du travail et les plans d'action pour les atteindre. Alors ici, c'est aussi une spécificité par rapport à la ISO 14001 et ISO 9001. Dans l'ISO 9001 et la 14001, on parle uniquement des objectifs, mais ici, on parle des objectifs et les plans d'action pour les atteindre. Ça, c'est le plan de management santé et sécurité du travail. Il faut qu'il soit aussi à l'appareil sur l'information documentée. Dans le 7.2, conserver des informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences. Effectivement, si vous avez dans votre décision le choix des compétences, vous avez des compétences spécifiques à la santé et sécurité au travail, et dans ces compétences-là, il faut avoir des informations documentées pour statuer, pour donner la preuve que les personnes en liaison avec des activités qui sont liées à des risques critiques, ils ont les compétences pour le faire. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la fameuse habilitation. La fameuse habilitation. Et cette fameuse habilitation, c'est pour faire quoi? C'est pour dire que, effectivement, la personne qui travaille sur un travail dangereux, il a l'aptitude physique et il a les compétences pour faire le travail en toute sécurité. Alors, le safety manager, il faut aussi une définition de fonction, il faut les preuves qu'il dispose de l'ensemble des compétences nécessaires pour occuper ce poste. Les superviseurs HSE, la même chose. Alors, je crois que le partage n'est plus assuré. Démarrer le partage et je retourne à la présentation. Alors, bien sûr, dans le 7.4.1, l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve de ses communications selon le cas. Effectivement, il y a des communications internes, des communications externes, et donc il faut établir un plan de communication, il faut communiquer à temps, et bien sûr, choisir le sujet sur lequel on va communiquer, qui va communiquer, à qui il faut communiquer, quel support, quelle fréquence, tout ça, pour qu'il soit enregistré comme information documentée. Il y a le chapitre 7.5, information documentée, et on passe au chapitre 8.1.1. Tenons à jour et conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu. C'est planification et maîtrise opérationnelle. Bien. Dans la partie 8, au niveau de système management qualité, donc on est concentré sur la réalisation d'un produit ou d'une prestation,
en intégrant la 14001, comme j'explique tout à l'heure, on intègre dans les informations documentées tous les critères nécessaires pour préserver l'environnement. Et en matière de la sécurité, on intègre aussi tout ce qui est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de toute personne se trouvant sur le site. Comment? Alors, dans les informations documentées, il faut ajouter des modes opératoires, des instructions, des règles, des consignes qui permettent de faire le travail en toute sécurité. Donc, ce sont des éléments, des informations documentées qu'il faut qu'ils soient intégrés et qu'il faut qu'ils soient conservés pour donner la preuve comme quoi les processus fonctionnent comme prévu. Par exemple, vous avez une machine de production qui fait un produit excellent, elle est conforme par rapport au produit, mais il génère beaucoup de bruit. Donc, s'il génère beaucoup de bruit, et un bruit qui dépasse les 90 décibels, par exemple, ou bien les 100 décibels, alors ça devient nuisible en matière d'environnement et ça devient aussi dangereux en matière de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut mettre en place des instructions. Si jamais le niveau de bruit dépasse telle valeur, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà quels sont les équipements de protection collective qu'il faut mettre en place. Si jamais ça ne marche pas, il faut mettre les équipements de protection individuels. Tout ça, il faut qu'ils soient intégrés dans les procédures et les modes opératoires de production, c'est-à-dire la maîtrise opérationnelle. Dans le 8.2, l'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur les processus et sur les plans de réponse aux situations d'urgence potentielles. Effectivement, lorsque vous faites la production, il y a bien sûr des dangers et des risques, et parfois il y a des risques qui demandent une intervention d'urgence, et là, il faut se préparer. Il faut avoir des compétences pour réagir efficacement et rapidement. Il faut avoir les moyens nécessaires pour la réaction. Il faut mettre en place une planification pour les exercices. Tout ça, ça entre dans le 8.2, c'est-à-dire la préparation aux réponses aux situations d'urgence potentielles. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il arrive pour réagir, mais il faut dire que dans mon processus de réalisation, dans mes processus métiers, je peux avoir une explosion, je peux avoir un incendie, je peux avoir des chutes de hauteur, je peux avoir des émanations de gaz toxiques. Tout ça, je vais mettre en place les actions pour que ça ne survienne pas, mais je dis jamais, si jamais ça arrive, comment je vais me préparer? Il faut avoir des informations documentées dans ce sens. Et ça diffère d'un organisme à un organisme en fonction des produits, en fonction des activités, en fonction des conditions de travail. La partie 9.1.1. L'organisme doit conserver des informations documentées, pertinentes, comme preuve des résultats de surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance. Effectivement, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Vous avez des processus, vous avez des objectifs et vous avez une performance à réaliser. Donc, il faut que vous allez suivre votre situation, moyennant, bien sûr, des indicateurs des tableaux de bord, et cela, ça va permettre de mieux servir votre système. C'est-à-dire avoir les informations documentées, qu'est-ce qu'il faut surveiller, comment est surveillé, par quel surveiller, à quelle fréquence surveiller, quelles sont les mesures, quelles sont les valeurs de mesure, tout ça. Et il faut que ces informations documentées soient déjà définies et il faut qu'elles soient mises en œuvre. C'est-à-dire il faut faire la mesure et il faut noter, enregistrer les résultats de votre surveillance et votre mesure. Et bien sûr, sur la maintenance, l'étalonnage ou la vérification des équipements de mesure. Effectivement, quand vous faites par exemple des instruments de mesure, par exemple un gaz toxique ou un gaz qui est explosif ou bien inflammable, alors là, il faut que ces instruments soient maintenus, il faut qu'ils soient étalonnés et vérifiés pour dire que je fais confiance à ces instruments parce qu'ils sont dans un meilleur état de fonctionnement. Alors, il faut avoir toute la partie traçabilité de la maintenance, de l'étalonnage et la vérification, bien sûr. Le 9.1.2 conserve des informations documentées sur les résultats des évaluations de conformité. Effectivement, donc vous avez défini des obligations de conformité au chapitre 6, et maintenant au chapitre 9.1, il faut avoir une information documentée sur l'évaluation. Est-ce que je suis conforme ou je ne suis pas conforme? Donc ça, c'est
ligne par ligne, et exigence par exigence, texte réglementaire par texte réglementaire, pour dire en fin de compte l'autre niveau de conformité. Et si jamais il y a un niveau de conformité qui n'est pas le 100%, et il y a toujours des actions d'amélioration, il y a un plan d'action qui doit se mettre en place, il faut qu'il soit conservé aussi. Voilà le plan d'action que nous avons mis en œuvre, voilà les actions qui seront entamées, voilà les responsabilités, voilà les ressources, voilà les échéances, et voilà l'état d'avancement et bien sûr l'efficacité des actions qui ont été réalisées. Tout ça, il faut qu'il soit présenté comme preuve. Le 9.2, conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. Effectivement, l'audit, c'est un outil de vérification et d'amélioration. Ça permet d'évaluer la conformité par rapport à la norme, la conformité par rapport aux exigences du système de management défini par l'organisme, et ça permet aussi l'amélioration. Alors, pour répondre à cette partie de la norme, il demande les informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit. Vous avez fait un programme d'audit avec une planification en faisant appel à des auditeurs. Alors là, maintenant, il faut donner la preuve. Qu'est-ce que vous avez défini comme programme? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quelles sont les compétences de vos auditeurs internes? Et quels sont les résultats de vos rapports d'audit avec les plans d'audit? Et quelles sont les actions que vous avez tenues après l'identification des non-conformités majeures ou bien mineures? Le chapitre 9.3, l'organe doit conserver les informations documentées comme preuve des éléments de sortie des revues de direction. C'est la même chose que la qualité, que la sécurité, que l'environnement, pardon. Donc, définir les éléments de sortie et conserver les éléments de sortie de la partie 9.3 relative à la revue de direction. Le 10.2 et le 10.3. Le 10.2, l'organe doit conserver des informations documentées comme preuve de la nature des événements indésirables ou non-conformité et de toute action menée ultérieurement. Lorsqu'on parle d'événements indésirables, c'est généralement les accidents et les incidents. Lorsqu'on est dans un niveau développé en matière de santé et sécurité au travail, on parle d'incidents et on parle des anomalies. Et lorsqu'on est dans un niveau qui est débutant, on parle de niveau d'accident. Ce sont les accidents, et parfois les entreprises commencent par des accidents avec arrêt. Mais normalement, les accidents avec arrêt, les accidents non avec, sans arrêt, et même les presque accidents qu'on appelle les incidents, il faut qu'ils soient aussi conservés, traités, et les actions qui ont été mises pour éviter leur reconduction et pour éviter qu'elles réapparaissent de nouveau. Et bien sûr, des éléments de preuve aussi documentés sur des résultats de toute action et action corrective, y compris leur effectivité, leur efficacité. Alors, effectivement, lorsque il y a des événements indésirables, il y a des non-conformités. Alors maintenant, il faut faire une analyse. Pourquoi? Poser il y a plusieurs outils, généralement les 5 whys, les 5 pourquoi. Pour les accidents, il faut mener un arbre de cause. Et bien sûr, vous allez trouver des causes et sur lesquelles vous allez mettre en place des actions. Il faut conserver ces actions. Je ne sais pas s'il y a toujours ça, le partage. Alors, bien sûr, dans la partie 8.10.3, en tenant à jour et conservant des informations documentées comme preuve de l'amélioration continue. Effectivement, à chaque fois qu'il y a un incident, il faut chercher à une amélioration. À chaque fois qu'il y a une opportunité d'amélioration sans qu'il y ait d'accident, il faut qu'il soit aussi intégré dans l'amélioration continue. Par exemple, vous êtes dans un salon et vous allez observer qu'il y a de nouvelles machines moins bruyantes. Alors là, c'est une amélioration. Vous avez trouvé des équipements qui ne sont pas dangereux, des produits chimiques non dangereux, alors et vous allez les changer, c'est aussi une amélioration. Vous allez mettre en place une procédure pour plus de maîtrise, c'est aussi une amélioration. Vous changez des instruments de mesure ou bien vous ajoutez des instruments de mesure pour des gaz toxiques ou des gaz nocifs, c'est aussi une amélioration. Tout ça, il faut qu'il soit intégré dans le système sous forme d'informations documentées. Alors, maintenant, on va passer en revue la structure documentaire. La structure documentaire, il y a, comme vous savez, une partie
qui est relative aux documents externes et aux documents internes.